Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour nous? Vivre en monstre? Ou mourir en homme de bien? Bonjour chers auditeurs et auditrices, et ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast, encore une fois un nouveau concept, on va dire un concept un peu plus simple qu'à l'accoutumée, car il s'agit ici dans cette vidéo qui sera beaucoup plus courte que les autres, en tout cas je l'espère, ne pas faire trop long, il s'agira ici de découvrir des films, alors des recommandations plutôt, ça sera surtout une vidéo de recommandations, mais beaucoup plus simple, hein. Ici on n'est pas là pour développer ou analyser, on est juste là pour vous recommander des films, pour comprendre pourquoi ils sont bien et pourquoi il faut s'intéresser à ce genre de films, et je ne parlerai pas non plus de films super populaires, super connus, je laisse place encore une fois à des films un peu moins connus, un peu plus sous-côté quoi, tout simplement, un peu plus sous-estimé. On va pas développer un film en particulier, on en découvrira 3. On en parlera de 3 le plus rapidement possible parce que je veux pas faire comme les autres podcasts Ciné Icecast, je veux pas que ça dure 40 minutes, 30 minutes, 50 minutes. Je veux faire assez court pour vous donner envie, pour pas que vous restiez 30 ou 40 minutes sur une vidéo, ça sert pas à grand chose. Alors ça parlera de films, alors ça parlera de 3 types de films qui peuvent être sur plusieurs thèmes. Alors vous allez voir que cette première vidéo sera concentrée pour l'instant sur des westerns, mais ça peut être tout type de genre de films, des films de guerre, des films d'horreur, des films, des comédies par exemple. Ça peut être sur une année précise, par exemple, années 90, années 2001, 2000... Voilà, ça peut aussi être selon les nationalités. Je compte faire par exemple des 3 films italiens, 3 films, anglais, 3 films brésiliens, enfin voilà. Il y a tout type de genre, mais du coup voilà, j'ai voulu me concentrer sur cette première vidéo sur les westerns. On va parler un peu de Colt, on va parler un peu de cow-boy, de chevaux. On voyage dans le Far West au 19e siècle avec les films de western. Donc aujourd'hui par contre, on va pas parler de western spaghetti, on va pas parler de les films les plus connus, les films de Sergio Leone, on va pas parler de Django par exemple. Voilà, tout ça c'est pas le but. Alors on va pas non plus parler de films méconnus, hein, pour ceux qui connaissent un peu le milieu ou qui sont quand même un peu cinéphiles. Les films dont je vais parler, vous les connaissez sûrement, mais voilà, j'aimerais quand même vous faire découvrir certaines œuvres que je trouve vraiment très intéressantes. Alors ça sera surtout des œuvres des années 2010, voilà, comme ça on reste sur des œuvres modernes, hein. De toute façon c'est comme ça que j'ai intitulé la vidéo, que ça soit des œuvres contemporaines. Et c'est parti pour 3 films de western contemporains que je vous conseille, qui sont 3 super films. C'est parti. Et pour le numéro 1, j'ai choisi de prendre, en tout cas pour le numéro 1, le plus connu de cette liste. En tout cas, j'ai envie de vous dire, celui dont oui, on connaît directement le nom, car il s'agit de... Les 8 salopards, réalisés par Quentin Tarantino. Bien évidemment, j'ai pas pris l'évident, j'ai pas pris Django Unchained, bien évidemment, surtout avec Tarantino, parce que il est beaucoup trop connu, parce que j'ai pas grand chose à dire à part que Django c'est génial, c'est super, c'est une tuerie. Oui, on en a déjà dit plusieurs fois, il y en a déjà plein qui ont parlé de Django, il y a aucun intérêt de parler de ce film, tout le monde sait qu'il est absolument génial. Non, j'ai envie de parler de son petit frère, on va dire ça comme ça, parce qu'il suit directement la chronologie Tarantino, hein. Après Django, il fait directement ce film. C'est ce deuxième western qui a été tourné par Tarantino quelques années après Django. C'est aussi, un des films, je vais pas dire sous-côté de la carrière de Tarantino, mais un film dont on parle pas énormément en tant que tel. Alors oui, bien évidemment, il y a d'autres films de Tarantino dont on parle pas assez, Jackie Brown, Death Proof, etc. Mais là aussi, on parle pas de la carrière de Tarantino, on parle d'un film en particulier, vu qu'on est dans le genre western. Parce que ce film qui se prétend être un western, c'est l'anti-western par excellence. Premièrement, parce que le film se passe intégralement dans un chalet, ce qui est assez bizarre. Quand on parle de western, on parle plus de grands paysages, ces grands rivages, etc. On se dit non, c'est plus monde ouvert, c'est plus liberté. Non, parce que tu vas voir très vite dans ce film que on va pas voir beaucoup la lumière du jour, et quand on va la voir, elle sera toute blanche. Voilà, vu qu'il y a un énorme blizzard qui suspend presque toute physique de temps
on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que on reste cloîtré dans cette espèce de chalet, qui fait que on s'enferme dans ce chalet sans véritablement d'artifice, hein, c'est ça qui est assez bien construit dans le film, pour pleinement en fait te faire entrer dans ce huis clos, parce que en effet, ce film est un huis clos déguisé, en référence au film les 12 salopards et les 7 mercenaires, bien évidemment. Tarantino étant un bouffeur d'hommages et de cinéma comme on en voit plus énormément, qu'on en voit très rarement. Donc ouais, c'est comme ça qu'on peut vraiment parler de film à tous les niveaux, parce que déjà premièrement par son rythme, car ça a fait beaucoup parler à l'époque où le film sort. Le film est ultra verbeux. Quand je dis qu'il est ultra verbeux, c'est que le film ne fait que parler, ce qui est pas étonnant pour Tarantino. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de passages où je ne vais pas dire qu'on s'ennuie, je vais dire que chaque moment vont être importants pour la suite des événements et pour les enjeux qui vont être construits. Là aussi, le film est très long, c'est-à-dire que je crois que c'est le film le plus long de la carrière de Tarantino. Il dure quand même 2h47 pour raconter l'histoire de 8 malfrats, aussi mauvais les uns que les autres, tous pourris et complètement malveillants, des salopards, comme le titre l'indique, ce qui va aussi faire la force du film et de sa narration. Premièrement, par la proposition en fait de suivre le film comme une espèce de pièce de théâtre qui est extrêmement brillante et assez bien traitée dans son concept, car c'est un huis clos, comme j'ai pu le dire, une enquête, une sorte de jeu de manipulation entre les personnages, ultra tendu, pour comprendre en fait qui est la taupe qui est venue foutre un peu la merde dans ce chalet. Car cette enquête va se construire en fur et à mesure avec ce côté ultra paranoïaque, c'est un pur film de parano, ultra tendu, même si en effet il faut passer et accepter ces très longues minutes de dialogue qui vont amener ensuite au déroulement de certaines scènes, parce que oui, il y a en effet une première heure pour certains, que certains diront extrêmement chiante, je dirais plutôt lente, mais qui apporte énormément au récit. Et sans oublier aussi le côté extrêmement historique, parce que faut pas oublier que Tarantino aime aussi raconter un peu l'histoire de l'Amérique à travers ses films, parce qu'on est en plein 19e siècle, début du 19e siècle je crois, on a les conflits de la guerre de sécession, on a le côté racisme. Comme Django Unchained, Tarantino n'oublie pas en fait de parler de politique américaine dans toute sa complexité et son ridicule, à l'image de tous ces personnages qui représentent en fait une partie, chacun à leur manière, d'une horreur de l'Amérique, d'une perversité de l'Amérique, qui va en fait justement amener à une seconde partie absolument extraordinaire, j'ai envie de vous dire, avec des gunfights, avec énormément de tension, beaucoup d'horreur, beaucoup de sang, de rire, de folie, enfin voilà, du pur Tarantino dans sa deuxième partie, on va dire, dans son climax, mais aussi dans une partie beaucoup plus couillue, on va dire ça comme ça, qui fait un peu le sel de tout ce qu'est Quentin Tarantino depuis qu'il a commencé, quoi. Sauf qu'ici, bien évidemment, Tarantino prend le temps de développer chaque enjeu et même personnage pour tenir en fait en haleine jusqu'à un climax absolument incroyable, encore une fois assez glauque, voire même assez sadique, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense en toute honnêteté que c'est peut-être la fin la plus sadique et politiquement incorrecte de toute la carrière de Tarantino. Je ne spoil absolument rien, mais vous allez être assez surpris, pas forcément du déroulement de la fin, mais de ce côté extrêmement glauque et sadique de cette fin, assez mélancolique aussi, dans un certain sens. Sans oublier bien évidemment de parler du casting qui est absolument incroyable. Il y a un casting de fou, Samuel Jackson, Kurt Russell, Michael Madsen, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth. Bon, ils sont tous à peu près impeccables, bien évidemment, j'ai pas grand chose à dire. Bref, c'est vraiment du caviar de casting, comme là aussi c'est super bien fait Tarantino. Il les fait kiffer, ils sont tous excellents. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est un brillant directeur de comédien Tarantino, et encore une fois, voilà, ça fait de la magie. Voilà, t'as vraiment en fait l'impression à travers ce casting de voir que des pourris, vraiment, que des truands qui se font que des coups de pute entre eux, c'est absolument fou. C'est un film en fait où il n'y a vraiment aucun personnage moral. Alors à part peut-être celui du shérif Warren qui est vraiment le personnage principal interprété par Samuel Jackson, mais en fait même là le personnage du shérif, au fur et à mesure où Tarantino le développe, tu comprends très vite que c'est tout autant un enculé que les autres, lié à une scène absolument horrible, mais d'une noirceur mais incroyable. Je vous dis rien, quand vous allez voir la scène, parce que c'est un long monologue où en fait le personnage de Samuel Jackson raconte une scène, je crois que c'est la plus grande scène du film. Quand vous allez voir la manière qu'a Tarantino de le raconter, Samuel Jackson aussi, enfin bref, cette scène elle est absolument horrible, c'est ignoble, et ça montre aussi toute la perversité du personnage du shérif Warren. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on a vraiment affaire à des vrais enfoirés, à des vrais truands, hein. On n'est pas du tout sur quelque chose de politiquement correct, c'est même tout l'inverse, hein. C'est un film absolument politiquement incorrect sur à peu près tout. Il n'y a aucun mensonge de ce côté-là, et Tarantino dresse un portrait absolument affreux et pittoresque des cow-boys, ou en tout cas de la fin de l'ère de l'Ouest, tout simplement. J'ai, je pense,
un peu trop parler du film, il s'agit ici de conseiller des films et de pas de les analyser malheureusement. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment un western de voyous, un western politiquement incorrect et extrêmement choquant et assez violent, bah vous allez pas être déçus. Juste attendez-vous quand même un gros morceau de cinéma de 3 heures qui prend énormément de temps pour annoncer ses enjeux, annoncer ses personnages, par la composition aussi excellente d'Ennio Morricone. Je crois que c'est une des dernières qu'il avait faites, absolument géniale, qui rappelle des thèmes comme The Thing par exemple. Alors oui, en effet c'est différent, on est loin d'un Django Unchained, mais encore une fois Tarantino réussit l'exploit de proposer 2 westerns à la suite, et surtout en fait avoir 2 visions extrêmement différentes pour 2 films absolument excellents. Je ne sais pas comment il fait, ce mec est un génie. Donc voilà tout ce que je voulais dire sur Les 8 salopards, je vous le conseille fortement. Est-ce qu'il vous reste une petite place ? Deuxième film de cette sélection. Je me souviens bien d'elle. Brimstone, réalisé par Martin Koolhoven. Alors celui-ci, grosse claque quand je le découvre, c'est-à-dire il y a à peu près quelques années je crois. Je le découvre, je m'attends absolument à rien, je suis assez curieux de voir ce film, j'avais entendu extrêmement, beaucoup de bien en fait. Et alors après 2h28, parce qu'en plus le film est long mais il est long pour quelque chose, après 2h28 de long métrage, grosse surprise, vraiment, c'est fou à quel point ce film est extrêmement lessivant. C'est un film suffocant du début jusqu'à la fin. Alors on suit le personnage de Liz, qui est une espèce de femme muette, ça va avoir toute son importance dans le film, qui vit dans une petite communauté et en fait elle mène une vie très simple jusqu'au jour où un nouveau pasteur, qui est interprété par Guy Pearce, arrive dans la ville, et à partir de là sa vie va un peu basculer parce que voilà, le film va construire en fait une espèce de descente aux enfers entre la dualité entre les 2 personnages. Alors, je vous en dis pas plus, parce que Brimstone, c'est typiquement en fait le genre de film où chaque révélation a un vrai impact, et du coup, j'aimerais vraiment que vous découvriez le film sans ne rien connaître de l'intrigue, ou alors le minimum. Avec Brimstone, on est sur un des westerns, je pense, les plus suffocants et sombres que vous ne verrez jamais, vraiment. On est sur un pur western crépusculaire, voire même plus qu'un western crépusculaire. C'est un film absolument terrifiant par son ambiance. En effet, le film n'est pas forcément gore, c'est ça qui est toute la subtilité. C'est pas un film extrêmement gore, mais alors il possède une ambiance tellement pesante qu'en fait ça fout une horreur. C'est presque un film d'horreur, j'ai envie de vous dire, dans ce milieu un peu western. Ça fait toute la force extrêmement noire et désespérée du film. Psychologiquement, en fait, c'est une pure descente aux enfers, et grâce en fait au talent de réalisateur de ce mec, Martin Koolhoven, réalisateur néerlandais que je ne connaissais pas du tout, qui arrive en fait à implémenter une espèce de structure dans la narration qui est propre en fait à chaque chapitre, parce qu'en fait le film est divisé en plusieurs chapitres, et en fait petit à petit tout va se recouper au fur et à mesure, et en fait beaucoup de questions et de mystères qu'on avait au début du film vont tout se construire, et tout va être accompli vers le climax, etc. Donc en fait ça construit extrêmement bien le film, et à chaque fois on est surpris, il y a énormément de rebondissements, donc c'est vraiment extrêmement bien conçu. C'est en fait construit un peu comme un espèce de puzzle, mais un puzzle assez traumatisant. Et ce qui est assez fou, c'est que le réalisateur n'a pas peur d'aller au bout de son propos. C'est un film extrêmement radical, c'est jusqu'au boutiste. Je me demande si c'est pas un des westerns les plus radicaux que j'ai vu, véritablement. Il montre la violence des institutions, un peu la domination aussi religieuse, et aussi, justement, il montre cette domination religieuse comme une forme d'arme avec le personnage de ce prêtre absolument terrifiant. C'est vraiment un cinéma presque frontal, vraiment, et en plus très intelligent. Et en fait, le film est aussi renforcé par le point de vue très étranger des institutions américaines, parce que oui, Martin Koolhoven n'est pas du tout un réalisateur américain, comme je vous ai dit, il est néerlandais, et tout ça, ça se fait ressentir avec une vision plus européenne et beaucoup moins hollywoodienne. Encore une fois, on n'est pas sur du Django, on n'est pas sur du Léon, on n'est pas véritablement sur un western hollywoodien, on est sur un western avec des acteurs, on va dire, hollywoodiens, et encore, je suis pas sûr, parce que Guy Pearce n'est pas, je ne pense pas qu'il soit américain, je dis peut-être de la merde. D'ailleurs, c'est peut-être un des seuls westerns où vous verrez un personnage principal tenu par une femme, alors que ce sont quand même souvent des films où respire un peu la masculinité dans ses plus bas instincts. Mais c'est un film assez féministe, je vous l'avoue, mais pas du tout forcé ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je trouve que c'est extrêmement bien implémenté dans le récit. Sans oublier les acteurs, bien évidemment, je trouve que Dakota Fanning, elle est vraiment excellente dans le rôle, elle porte vraiment le film sur ses épaules, je la connaissais pas énormément, mais bon,
En vrai, le film, il est tenu par un rôle, c'est celui de Guy Pearce, en bad guy du film, donc, qui va suivre cette jeune fille en tant que pasteur. Il est terrifiant de justesse, il est horrible, vraiment, c'est un des derniers méchants assez marquants dans le cinéma. Il est incroyable et sadique dans le rôle, c'est vraiment un monstre dans le film, hein. C'est vraiment une forme de menace de mort, mais c'est vraiment un monstre, c'est comme ça qu'on pourrait le qualifier. C'est sûrement, je pense, l'un des rôles qui m'a le plus impressionné de Guy Pearce, parce que c'est pas un mec que je trouve super en tant qu'acteur, mais je me rends compte que, en fait, quand on lui donne un rôle super intéressant, il peut aller jusqu'au bout. Et alors là, je suis assez sur le cul, vraiment, c'est un rôle impressionnant et il est excellent dedans, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a plein de petits rôles super intéressants et en fait, on se rend compte que, il y a pas énormément d'acteurs connus, mais en fait, on se rend compte très rapidement que, en fait, c'est des acteurs que beaucoup connaissent. Déjà, il y a Kit Harington, voilà, vous avez pu le voir dans les affiches, oui, Jon Snow himself, il joue un rôle assez important dans le film, quand même. Donc, c'est assez fou. Il y a une autre actrice de Game of Thrones, que vous connaissez là aussi si vous êtes fan de la série, Caris Van Hoorn, qui joue la sorcière Missandei dans Game of Thrones, pour ceux qui connaissent vraiment bien, et qui je crois est mariée justement à Guy Pearce dans la vraie vie, donc comme quoi tout est lié. Mais du coup oui, elle joue aussi un rôle assez important, mais ouais, c'est assez fou. Et il y a aussi alors là c'est pour tous les fans de la série, Peaky Blinders, il y a le grand frère Shelby, il y a Paul Anderson qui joue le frère Arthur dans Peaky Blinders, mais il joue aussi un rôle. Donc ouais, c'est un film avec beaucoup d'acteurs de séries, enfin de grosses séries, hein, Peaky Blinders, Game of Thrones, etc. Mais voilà, c'est quand même un chouette casting, et au fur et à mesure où tu vois le film, tu découvres des gens que tu connais, Kit Harington, Paul Anderson, etc. Donc c'est assez étonnant. Et du coup, ouais, pour revenir sur le film en conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est un film qui vous prend pas par la main. C'est un film qui vous met face à quelque chose de brutal, de viscéral, et qui te marque vraiment longtemps. C'est un film qui est pas fait pour tout le monde, c'est un film coup de poing, c'est ce que j'appelle, c'est le genre de film qui me manque un petit peu maintenant, qui te bouscule en fait psychologiquement. Ça fait partie de ces films qui vous restent, qui vous hantent un peu, j'ai envie de vous dire, qui rappellent aussi que le cinéma peut encore choquer, un peu déranger, raconter quelque chose de fort, et c'est pas un film très confortable, on va dire ça comme ça, mais c'est justement pour ça qu'il faut le voir. On en voit très peu des films comme ça, et surtout on en voit très peu, et alors quand on en voit un comme ça, surtout dans les années 2010, ça marque. Certains d'entre vous se sont égarés, ai-je raison? Et du coup, le dernier film de cette sélection, qui se rapproche un peu de Brimstone dans un certain sens, par la vision un peu européenne du monde de l'Ouest, d'ailleurs c'est un film réalisé par un Français, il s'agit de... Me torturer. Ce sang-là, c'est pour ça qu'on est bon dans ce qu'on fait. Les Frères Sisters, réalisé par Jacques Audiard. Alors encore une fois, on est très loin du western classique avec celui-ci. Ici, il n'y a pas de clichés, il n'y a pas de style hollywoodien comme pour Brimstone. On est sur un pur film intimiste, et c'est ça qui le change un peu de Brimstone, parce qu'il y avait quelque chose d'assez menaçant et perturbant dans Brimstone. Là, c'est pas son contraire, mais c'est quelque chose de complètement différent. Deux salles, deux ambiances. C'est quelque chose qui a été rarement vu dans le cinéma de western, ou alors... Après, je connais pas énormément de western en tant que tel, je connais plus les westerns un peu plus modernes et contemporains, c'est pour ça que je vous en conseille. Mais après, c'est pas étonnant parce que le film est réalisé par Jacques Audiard. Jacques Audiard, super réalisateur français qui apporte en fait une singularité dans à peu près toutes ses œuvres et aussi beaucoup de conceptualisation, d'originalité. À l'image en fait du récent Emilia Pérez qui a fait beaucoup parler de lui en 2024. Et en fait, toute la singularité de Audiard, en fait, est présente dans cette espèce de... Ouais, dans cette œuvre, dans laquelle il apporte quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus intime, et en même temps d'assez violent, parce qu'on n'oublie pas que c'est quand même un film de western. En fait, c'est un western singulier, différent, mais qui mérite vraiment d'être découvert. Parce que l'histoire suit deux frères, donc Ellie Sisters, qui est joué par John C. Reilly, et Charlie Sisters, qui est joué par Joaquin Phoenix, qui sont en fait deux tueurs à gages un peu redoutés, mais qui sont envoyés pour retrouver un espèce de chercheur d'or qui est interprété par Riz Ahmed, un type qui aurait mis en fait la main sur une formule qui est capable de révéler un peu de l'or dans la rivière. Et en fait le film ne parle pas seulement de leur mission, c'est parce qu'en fait le film va parler surtout de leurs contradictions, parce que c'est des frères qui vont être tout le temps en contradiction et qui va créer cette espèce de dualité, ces frères un peu ennemis mais qui se comprennent mais pas totalement, parce que voilà, il y a une espèce de contradiction dans leur relation, et en fait ça va poser énormément de questions sur ce que signifie être un homme dans un monde aussi brutal comme celui-ci. C'est un western, oui, mais profondément humain, et je dirais même que c'est peut-être le western le plus humain que j'ai vu
disons-le. En toute honnêteté, on s'attache énormément aux personnages principaux, parce que là où on avait une vraie bande d'enculés dans Les 8 salopards, là, Audiard, en fait, nous fait attacher directement à ces deux frères qui sont diamétralement opposés, hein, mais très empathiques et loin d'être l'archétype du cow-boy américain un peu redouté, un peu iconique, un peu grande gueule. On n'est pas du tout sur ça. Et en fait, on y croit ces personnages par une interprétation incroyable en fait des deux côtés, que ça soit John C. Reilly ou Joaquin Phoenix. Mention spéciale quand même à John C. Reilly, qui est pour moi beaucoup plus impressionnant. J'en dirais même qu'il bouffe un peu Joaquin Phoenix, qui est un peu mis de côté. Je vous l'avoue, c'est un peu ça le parti pris. C'est on a pris Joaquin Phoenix, mais il joue pas un rôle si important que ça. C'est vraiment le personnage de son frère Ellie Sisters, qui apporte une espèce de tendresse un peu inattendue dans ce genre, parce que c'est un homme un peu nostalgique, un peu mélancolique, qui n'aime plus le monde dans lequel il vit, il veut juste se barrer, il veut juste changer de métier, et c'est assez beau de voir ça véritablement. Et c'est pareil aussi pour d'autres rôles, parce qu'il y a Jake Gyllenhaal qui joue un rôle aussi assez important, et qui est loin aussi de ses rôles hollywoodiens un peu plus concon, etc. Non, parce que là, il fait un espèce de duo un peu philosophique, un peu complexe avec Riz Ahmed, sur une vision un peu plus pacifiste. C'est vraiment le côté plus pacifiste qui ressort de ces deux personnages, et qui apporte une vision assez belle à ce monde extrêmement brutal qui est les cow-boys de l'Ouest, quoi. Et Audiard ne fantasme sur à peu près rien, il ne fantasme pas sur l'Ouest américain comme les studios hollywoodiens. Lui, il le montre tel quel, c'est-à-dire que il l'imagine comme il aurait pu l'être réellement, c'est-à-dire violent, sale, absurde, parfois même ridicule, mais aussi parfois magnifique. Je peux prendre l'exemple des gunfights qui sont pas véritablement stylisés, hein, on n'est pas du tout sur du Léon. Ils sont parfois maladroits, des fois ils sont brutaux, des fois ils sont très courts aussi. Il y a un gros travail aussi sur le son et sur le travail sur les bruits de flingue, tout simplement, qui est vraiment pas mal. Les cowboys ne sont pas des héros, absolument pas. Ce sont des hommes fatigués, bourrés de doutes et de fragilité. Et ce réalisme, en fait, va donner au film une âme assez belle et assez différente de tout ce qu'on peut voir dans les westerns, quoi. C'est sûrement le western le plus réaliste que vous verrez, d'ailleurs. Si je peux prendre un exemple un peu plus peut-être connu pour vous, c'est comme si Red Dead Redemption se faisait en film. Voilà. Bien évidemment, Red Dead Redemption, c'est 1000 fois mieux que les Frères Sisters, parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre, Red Dead 2. Mais là, je m'écarte un petit peu, mais voilà. Si on peut vraiment rapprocher une œuvre des Frères Sisters, je pense que Red Dead Redemption 2 serait peut-être l'œuvre la plus réaliste et la plus proche, étonnamment. Et en plus, le film est aussi adapté d'un très bon roman que j'ai ici. Je sais pas si vous voyez, voilà. Écrit par Patrick DeWitt, qui là aussi avait cette envie en fait de dresser aussi un espèce de portrait assez naturaliste sur ce monde de l'Ouest américain, mais sans jamais être chiant, mais vraiment le dresser d'une manière tellement subtile que c'était vraiment intéressant. Et là où en fait Brimstone apportait toute l'horreur de ce monde de cow-boy, ici Audiard en fait on propose toute sa tendresse, toute sa beauté, mais aussi toute son horreur. Et c'est assez intéressant de voir cette dichotomie de genre assez belle. D'ailleurs il y a une scène absolument horrible que je parlerai pas, avec une araignée. Pour ceux qui l'ont vu, je crois que ça vous a marqué parce qu'elle est absolument dégueulasse. Et aussi le film va jouer sur un espèce d'humour, un peu humour discret mais un peu absurde, qui casse complètement avec le côté presque viriliste habituel du western, hein. C'est assez fou, c'est vraiment un western vu par quelqu'un qui n'a pas grandi avec les codes américains, et ça la rend assez précieux. C'est vraiment un western réalisé par une vision européenne, et c'est là où on voit toute la force que peut avoir le cinéma européen quand il s'implante dans ce monde américain. Donc vraiment, si vous avez fait le tour des westerns et si vous en avez un peu marre de ces westerns déprimants, si vous voulez quelque chose de plus humaniste, porté par des personnages parfois complexes mais qui ont une vraie sensibilité, ce film est vraiment assez intéressant et vraiment à voir, quoi. C'est un western qui brise un peu les codes tout en respectant l'âme du genre. C'est assez intéressant de voir le parti pris. C'est un western un peu à taille humaine, qui parle de la fraternité, qui va parler de la violence, de la fatigue de ce monde, des rêves aussi, l'envie de partir, l'envie de rédemption. C'est pour ça que je parlais de Red Dead Redemption aussi. Et surtout, ça parle d'hommes qui se cherchent dans un monde qui est en train d'évoluer, de mourir, et des hommes qui en ont marre en fait de ce monde. Je vous conseille fortement Les Frères Sisters, qui est un des derniers que j'ai pu voir, réalisé par Jacques Audiard en plus. Très bon réalisateur français. Je trouve que son ouverture vers le cinéma international a été très très bon. Encore Emilia Pérez, j'ai toujours un peu quelques problèmes. Je vous avoue, je sais que beaucoup ont adoré Emilia Pérez, moi j'ai encore un peu de mal. Par contre, Les Frères Sisters, pour moi, c'était une entrée remarquée dans le cinéma américain.
Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, j'espère ne pas faire trop long malheureusement. 3 films que je trouve assez singuliers, assez intéressants, tous. Ils sont tous vraiment très bons pour moi. Je voulais vraiment sortir du western classique pur à la Django ou Sergio Leone pour me concentrer plus sur des œuvres moins connues. Alors moins connues oui, mais surtout plus singulières en fait. C'est vraiment cette singularité. Encore les 8 salopards, bon, c'est un peu différent mais c'est très connu. Hein. Je voulais aussi montrer une proposition plus unique en fait avec dans la carrière de Tarantino en proposant le huis clos avec le côté western, ça c'était intéressant. Pro Brimstone, lui pour moi il apporte plus ce côté coup de poing cinématographique que je vois beaucoup trop peu, ultra crépusculaire, si vous voulez vraiment le côté, par exemple si vous avez adoré Méridien de sang de Cormac McCarthy, qui est un livre assez complexe à lire et qui est un livre assez hard quand même, le véritable voisin, on va dire cinématographique de ce livre, je dirais que c'est celui qui s'en rapproche le plus, c'est Brimstone. Audiard, pour moi il apporte ce point de sensibilité, de poésie dans un monde un peu de brut, par ce duo de frères un peu perdu, par un monde qui ne comprennent plus. Et écoutez, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ces 3 films que je trouve vraiment très très bons. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce podcast, etc. Si vous pensez que ce nouveau format fonctionne. Et n'hésitez pas tout simplement à vous abonner à la chaîne, aux petits abonnements sur Amazon, sur Spotify, comme d'habitude, vous la connaissez la musique. Et moi je vous dis écoutez à très bientôt, sûrement pour la critique de Running Man, qui sort très très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.